Femme, style, inspiration. Hello tout le monde. Bienvenue dans Femme, style et inspiration, l'émission dans laquelle nous parlons de l'éveil de la conscience pure pour vous aider à entreprendre autrement. La plupart de nos actions sont posées en pilote automatique. Nous répétons les mêmes automatismes, même quand ils ne nous satisfont pas. En éveillant la conscience pure, nous mettons un faisceau de lumière sur qui nous sommes, avec lucidité et sans jugement, juste en observant. L'acceptation de ce qui est entraîne des actions choisies en conscience et permet une transformation totale. Je suis Martine, éveilleuse de conscience. Ma devise est « Connais-toi toi-même, rassemble tous les morceaux de toi pour accueillir qui tu es ». Le thème dont nous parlerons aujourd'hui est « S'autoriser à faire des erreurs, à se tromper, à être imparfait ». Et nous allons faire ça avec notre invitée du jour, Dora Mwanda, qui est biologiste et professeure. Bonjour Dora. Bonjour Martine, bonjour tout le monde. Et ici au studio, je suis avec Isabelle Watts. Bonjour Isabelle. Bonjour Martine, bonne année. Ah. Oui, c'est vrai, bonne année 2023. Avec ce thème, la seule chose que je peux nous souhaiter pour 2023, c'est vraiment d'être absolument imparfait. Absolument. Faisons encore plus d'erreurs, trompons-nous encore plus. On a tellement peur que on veut absolument être parfait et en espérant que ça soit comme ça que les gens nous veulent ou nous acceptent ou nous aiment et tout ce que tu veux derrière. Donc je suis ici au studio avec Dora Mwanda qui est biologiste et enseignante. Bonjour Dora, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour cette invitation Martine. Je suis aussi avec Isabelle Watts qui est coach. Bonjour Martine. Bonjour Merci. Isabelle. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. C'est bien de t'avoir de retour. Merci. Je vois aussi qu'en ligne, il y a pas mal de gens qui sont en train de se connecter. Alors, qui est-ce qui est là? Marlise me dit qu'elle est là. Bonjour Marlise. Salut Martine. Marlise est économiste, nutritionniste et plein d'autres choses. Comment vas-tu Marlise? Je vais très bien. Aussi bien qu'on puisse aller à 2h du matin ici. Oui, parce que Marlise, elle est au Fidji et il est 2h du matin chez elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vois Grace peut-être. Grace, tu es là? Coucou, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Grace, comment vas-tu? Coucou, très bien. Bonne année, meilleurs vœux à vous toutes les ladies, à toutes les personnes qui nous écoutent et plein de belles choses en tout cas pour cette nouvelle année. Ok, merci. Si quelqu'un peut partager sur LinkedIn, en tout cas, ou faire un commentaire sur le post que j'ai mis ce matin pour mettre le lien pour écouter l'émission en direct, le lien www.radiocampus.be. Quelqu'un l'a mis ou pas? Je l'ai mis sur Facebook, moi. Mais... Ok, d'accord. Sur LinkedIn, moi, j'ai complètement oublié de faire ça, donc ça serait bien pour nos auditrices et nos auditeurs, parce que parfois, il y a des mecs aussi. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est Dora Mwanda qui a proposé ce thème-là. Je l'ai accueilli avec plaisir, évidemment. Je savais qu'il allait vous plaire aussi, mesdames. S'autoriser à se tromper, à faire des erreurs. J'aime beaucoup comment Dora, elle le dit. Elle dit le droit à l'erreur. Comment est-ce que tu dis ça, Dora? Oui, c'est ça, avoir le droit à l'erreur. C'est quelque chose avec lequel je me bats encore pour accepter, mais je travaille beaucoup là-dessus et je trouve qu'on en parle pas assez. Et donc voilà, je voulais en parler avec un groupe de femmes formidables comme aujourd'hui. Ok. Alors, avant de commencer ou de continuer, j'aimerais bien que chacune puisse se présenter, dire ce que vous faites. Comme ça, c'est clair. Notre invitée, on commence avec Dora Mwanda. J'ai lu quelque part que tu es biologiste et professeur. Mais surtout, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que quand je t'ai rencontrée, ce qui m'a frappée, c'est la manière dont tu parlais des mathématiques africaines. Ça m'a bluffé. Ah oui, c'est un truc. Si moi, j'avais entendu ça quand j'étais petite pour apprendre les maths, je pense que je serais une mathématicienne aujourd'hui.
Mais tout à fait. Et donc, pour recontextualiser un petit peu, c'est vrai que j'ai pas mal de casquettes. Une de mes casquettes, c'est aussi directrice scientifique d'un festival scientifique qu'on fait chaque année à Kinshasa, au Congo, et qui s'appelle la Semaine de la science et des technologies. Et donc, on avait fait une édition consacrée aux mathématiques. Et donc, dans ce cadre-là, j'avais effectivement publié plusieurs vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube Investing in People, qui sont en ligne. Et donc, j'avais fait effectivement une vidéo qui parle de l'origine un petit peu des mathématiques, en tout cas d'un point de vue africain. Et j'avais parlé de l'os d'Ishango et de l'os de Lebombo, qui sont les plus vieilles traces de mathématiques africaines qu'on ait retrouvées sur le continent. Et donc, voilà, je développe un petit peu ce sujet. Et c'est vrai que l'idée, c'était d'un peu de désacraliser les mathématiques, de les démystifier, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un domaine réservé à un peuple élu de mathématiciens qui ont un cerveau spécifique. Moi, c'est ce que je pense totalement. C'est pour ça que je dis que si j'avais eu cette vision comme ça, ou j'aurais peut-être abordé les mathématiques autrement. On ne va pas aller sur ce chemin-là, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Restons sur le droit à l'erreur, l'autorisation de se tromper. Et j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur toi. Mais donc voilà, moi mon premier amour, c'est l'enseignement, c'est la formation. Donc moi, j'ai commencé, je suis une hybride, j'ai fait plusieurs écoles, donc j'ai d'abord été diplômée de l'ENCBW à Louvain-la-Neuve pour enseigner les 3 sciences, donc physique, chimie, bio et techno, du coup, dans le secondaire. Et puis, j'en avais pas assez, du coup, j'ai continué avec un bachelier, puis un bachelier en biologie à l'UCL, et puis un master en biologie et didactique à l'ULB. Donc voilà, je suis un petit peu hybride au niveau de ma formation, et j'ai toujours enseigné, j'ai toujours travaillé dans l'enseignement. La didactique des sciences, c'est quelque chose qui me tient très fort à cœur. Et puis, tout au long de mon parcours, j'ai fini par rencontrer Raïssa Malou, qui était ma prof de physique, qui est d'origine congolaise aussi. Et alors, c'est ensemble que nous avons décidé de faire quelque chose pour l'enseignement et de le faire au Congo, qui est notre pays d'origine. Et donc, voilà, on a monté ce festival. Et donc, j'ai eu l'occasion, à travers mon parcours, à travers toutes les casquettes que je porte, d'essayer différentes choses. Et je me suis rendu compte d'une chose, à chaque fois, j'ai été... le point où j'ai été le plus mal, c'est quand j'ai fait une erreur, par exemple, quand je me suis trompée. Parce que forcément, c'est quand on essaie des choses qu'on se trompe. Quand on ne fait rien, on ne prend aucun risque, donc on ne se trompe pas. Donc, et quand on prend le risque de faire quelque chose et que ça rate, que ça ne marche pas, et qu'il y a une erreur, et qu'en plus, je vous ai parlé de mes vidéos, qu'en plus c'est public, il y a du public, il y a des témoins de son erreur, c'est très difficile à processer. Et je me suis mise dans des états infernals où je me reprochais tellement de choses pour une simple erreur. J'aurais pu passer au-dessus, mais je n'arrivais pas. Et je me suis dit, mais est-ce que je suis la seule? Est-ce qu'elle est la seule? Non, pas du tout. Ça nous parle. Voilà, tout à fait. Mais comment font-ils les autres, ceux qui vont loin, ceux qui vont haut, ceux qui osent entreprendre leurs rêves? Est-ce qu'ils ne font jamais d'erreurs? Et ça, ce n'est pas possible. Tout le monde fait des erreurs, mais alors, comment est-ce que ça se processe une erreur? Donc, voilà, et la réflexion est partie de là. Ça, c'est une très, très bonne question. Isabelle? Oui, mais je vais peut-être me présenter parce que ça serait bien. Je suis aussi biologiste médicale de formation. Donc, moi, j'ai fait ici, l'ULB, en biologie médicale. Et peut-être que je me suis demandé si je ne m'étais pas trompée d'études au début. Parce qu'en fait, j'ai fait ça parce que j'aimais le vivant et j'aimais le côté médical. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant de faire de la recherche. Et je suis une chercheuse. Et puis, au fond, je ne me sentais pas du tout comme un rat de laboratoire. Et j'ai vite été déléguée médicale dans des produits intéressants à présenter aux médecins. Donc, avec un côté liberté quand même, la voiture, le côté commercial, plus que le côté rat de laboratoire. Et puis, je me suis dit, tiens, peut-être que je me suis trompée d'études. Mais par contre, j'ai aussi fait un complément pour être enseignante. Donc, j'ai aussi l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime. Et enseigner, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et en fait, j'ai fait une carrière dans l'industrie pharmaceutique de 10 ans, à peu près. Et puis, en 2002, je suis devenue coach professionnel. Et j'ai commencé
commencé à enseigner le coaching, le développement personnel, et c'est là que je m'épanouis aussi. Mais je me suis dit, les études, c'est pas anodin, c'est pas une erreur. Peut-être que si j'avais eu la conscience que j'ai aujourd'hui, j'aurais fait psycho, ce que mes enfants ont fait à ma place. mais je pense que c'était utile pour connaître les processus biologiques du vivant et de pouvoir expliquer le développement personnel aussi avec ça. Et donc ça donne du crédit. Quand je dis la pensée magique, c'est pas que de la magie. Hein. C'est vraiment aussi scientifiquement établi qu'on programme dans nos gènes des croyances et on peut l'expliquer. Et l'épigénétique, c'est le sujet qui me passionne pour le moment. Comme quoi, il n'y a pas d'erreur finalement. Non, mais voilà, c'est ça aussi. Tout ce qu'on peut considérer comme une erreur est quelque chose qui est complètement tout un sens. Pour nous, pour qu'on avance. Si on a le courage de continuer à avancer. Oui, c'est ça. Mais tu mets le mot sur quelque chose, il y a une question de définition finalement. C'est ça. Qu'est-ce que l'erreur ? Oui, c'est ça. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Ça serait intéressant de voir la définition qu'on met derrière ce mot-là. Marlise, à toi. Ok. Alors, quand j'écoute le parcours des unes et des autres, c'est très intéressant parce que le mien est tout aussi varié. Oui, j'ai commencé par des études déjà de business administration et puis après, je me suis retrouvée en tant qu'économiste, après des études évidemment. J'ai travaillé en tant qu'économiste et puis après, j'ai décidé que je serais nutritionniste. Ce que j'ai été et ce que je suis toujours. J'ai travaillé très, très longtemps en tant que nutritionniste et toutes les études que j'ai faites ne sont pas, elles ont l'air peut-être très, très différentes, mais elles se retrouvent toujours d'une certaine façon, peut-être par la façon d'analyser. Il y a toujours quelque chose que chacune des études apporte. Okay. Comme un fil rouge. Exactement. Il y a toujours un fil rouge. Ce que l'économie m'apporte, c'est ce que l'administration des affaires m'a aussi apporté. Tout ça me sert en tant que nutritionniste. Ça fait de moi une nutritionniste avec un background, avec quelque chose de plus à apporter. Donc, ça pourrait paraître comme une erreur aux yeux des autres. Parce qu'on se ben oui, on aurait pu se dire pourquoi elle n'a pas fait nutrition plus tôt au lieu de passer par plusieurs chemins avant d'arriver à nutrition. Mais non, j'ai appris à apprécier ce parcours divers. C'est vrai qu'au départ, c'était pas ça. Je me disais que c'était des erreurs. Mais j'ai appris avec le temps, dans ma pratique de nutritionniste, que en fait, c'était pas une erreur et que tout se met ensemble de façon très, très cohérente et même ça me donne un plus par rapport à ceux qui ont fait uniquement nutritionniste. Donc, pas d'erreur. Jusqu'ici, on est... Grâce? Eh bien, moi, j'aime beaucoup vos parcours. J'ai aussi un parcours assez diversifié. J'ai commencé mes études en sciences de la communication à l'UCL, mais côté flamand, la KUL. Et ensuite, j'ai travaillé... En fait, tout ça... J'appelle pas ça des erreurs, mais je me dis, j'ai atterri là-bas par hasard, mais je ne crois plus aux hasards. J'ai atterri dans une grosse boîte belge de télécommunications. Je suis restée un moment, mais je me dis, qu'est-ce que je fous là? Pouf, next step, j'ai atterri dans le monde des finances. Je me suis dit aussi, qu'est-ce que je fous là? Mais j'ai compris que toutes ces étapes m'ont emmené à qui je suis aujourd'hui. J'ai fait ce choix-là, aujourd'hui, d'être auteur, d'être conférencière et spécialiste en bien-être émotionnel. Et tout ce parcours-là que je voyais au moment même où je me disais, qu'est-ce que je fais là? C'est pas mon monde à moi. J'ai appris énormément de choses, au fait. J'ai appris énormément de choses. J'ai appris à parler un certain langage. Et maintenant, je peux combiner tout ce que j'ai appris avec ce que j'aime aujourd'hui. Donc, comme quoi, tout ça, ce sont des apprentissages. Et on va continuer à en parler avec toutes les définitions qu'on va donner lors de l'émission. Donc, j'ai vraiment hâte d'arriver à la partie définition. Ok, voilà. on va pas traîner, on va directement aller là. Je considère que
il y a vraiment pas longtemps, moi aussi j'étais dans la définition de j'aurais pas dû faire ça, mais est-ce que ça y a un lien, j'ai passé mon temps. En plus j'avais cette notion de je perds mon temps, tu vois, qui était vraiment très 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 forte. J'ai perdu mon temps à faire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû. Aujourd'hui, j'ai pleinement conscience que chaque action, chaque chose que j'ai faite jusqu'ici était là pour m'amener où je suis exactement aujourd'hui. Et du coup, ça me fait me dire que maintenant, avec la conscience éveillée, je peux donc prendre de plus en plus d'actions conscientes pour aller où je voudrais aller. Et parfois plus rapidement, parce que quand j'étais dans l'obscurité, elles étaient posées les actions, elles n'étaient pas forcément conscientes, mais même comme elles n'étaient pas conscientes, elles m'ont quand même amenée ici aujourd'hui. Donc c'est clair ce que je dis ou pas? Ça va. Ça va. Voilà. Après avoir dit tout ça, qu'est-ce que vous diriez c'est quoi une erreur? Faire une erreur? Dora, qu'est-ce que tu penses mais moi, je suis enseignante, hein, donc on doit beaucoup corriger, par exemple, les évaluations, et on nous demande justement de pointer les erreurs des élèves, et on les cote, on leur donne des points, on enlève des points en fonction des erreurs commises, et donc moi j'avais cette vision très très bic rouge de l'erreur. C'est pointer ce qui n'a pas été, et on t'enlève des points par rapport à ça. Donc ça, c'est la vision très scolaire. Sauf qu'en fait, je l'applique dans ma vie de tous les jours. Dès que je fais quelque chose, dès que je donne une mauvaise réponse, dès que je dis quelque chose et que j'aurais pu dire quelque chose qui fonctionnait mieux, quelque chose que j'aurais dû faire mieux, quelque chose qui aurait mieux fonctionné ou quoi, je vais tout de suite le pointer avec mon bic rouge et m'auto-enlever des points sur mon propre estime. Et c'est là que ça devient dangereux. C'est que c'est ça. À l'école, on enlève des points sur une interro, mais dans la vraie vie, c'est des points d'estime de soi, finalement, qu'on s'auto-rétracte. Et du coup, on finit par se dire, mais on ne voit plus que ça, quoi. Au lieu de valoriser tout ce qu'il y avait de bon, je ne vois plus que ce que j'aurais pu faire de mieux ou ce que je n'aurais juste dû pas faire, tout simplement, voilà, et ne rien faire à la place, mais juste ne rien dire ou ne rien faire, et du coup, ne pas perdre de points. Mais donc, voilà, j'étais vraiment dans cette dynamique de je vais perdre des points, et c'était moi j'étais à la fois l'élève et le prof de ma propre copie, quoi. C'est très puissant ce que tu viens de dire, parce que pendant que tu le disais, je me suis dit, il y a vraiment cette chose à faire dans l'éducation nationale, peu importe, mondiale même, c'est d'utiliser le bic rouge pour plutôt pointer tout ce qu'on a réussi. Ça pourrait changer la face du monde. Je veux dire, de toutes les façons, des erreurs, on va en faire. Je pense souvent au bébé qui va marcher, au bébé qui apprend à marcher. Si on lui met tout de suite le bic rouge en disant « mais non, tu n'aurais pas dû t'accrocher, tu n'aurais pas dû trembler, tu n'aurais pas dû… » Il ne va jamais marcher, il va juste rester assis. Donc le bic rouge, c'est super intéressant. Le bic rouge pour pointer plutôt « tic, c'est bon, tu as réussi ceci, tu as réussi cela ». Et d'ailleurs, il y a des cultures, certaines cultures facilite un peu mieux ça. Exactement. Mes enfants ont étudié dans le système plutôt américain, anglophone, et là-bas, on met plus en avant ce que l'enfant a réussi que ce que l'enfant n'a pas réussi. Donc, il y a comme une autorisation à se tromper là-dedans. Isabelle ? Oui, moi je suis moins scolaire. D'ailleurs, je déteste, même si j'ai des élèves, je déteste donner des points ou dire je peux aider l'autre à grandir, à comprendre. Mais je suis pas dans cette dynamique-là. Par contre, l'erreur pour moi, c'est une erreur de discernement. Et donc, quand je me trompe, je me dis, qu'est-ce que j'ai pas voulu voir. Qu'est-ce que j'ai pas vu qui était évident et qui fait que je me suis trompée. Et je peux raconter, et peut-être tout à l'heure, que j'ai des expériences où je me suis trompée. Et au fond, si je fais souvent moi mon analyse, et en me disant qu'est-ce qui a fait que j'ai plongé dans l'erreur, on va dire. Oui. Alors après, tout est apprentissage. De cette erreur, on grandit, on apprend des choses. Mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, je suis tombée dans le panneau ? Mais je ne suis pas trop à me culpabiliser. Je suis plutôt une analytique chercheuse. Et du coup, de me dire après, qu'est-ce que je peux apprendre de ça pour ne plus reproduire ce même type d'erreur ? D'accord. Voilà. Ok. Marlise ? Oui. J'allais dire que déjà, tout ce qu'on dit par rapport à l'erreur,
c'est tellement parlant. Tout ce que les intervenantes ont dit, c'est super parlant parce que c'est ce que j'ai entendu toute ma vie. Oui, parce que quand on parle de se donner le droit de se tromper, ça va complètement à contre-courant de ce qu'on a appris depuis qu'on est enfant. C'est sûr. C'est plutôt l'erreur qui est toujours mise en avant. Il ne faut pas faire ça. Tu touches à une assiette, on te dit ne fais pas ça. Je sais pas, tu fais quelque chose et ça ne va pas dans l'esprit et ça ne cadre pas avec l'esprit dans lequel les parents t'ont mis ou bien veulent t'éduquer. On te stoppe tout de suite, on te dit ne fais pas ça. En fait, ce qu'on nous apprend à faire, c'est juste être angoissé parce qu'il faut absolument faire ce qui va faire plaisir. Il faut être parfait. Exactement. Exactement. Parce qu'il faut absolument faire plaisir à papa, maman ou bien à l'enseignant. Ce qu'on nous a appris, c'est de nous stresser parce qu'il faut absolument faire attention à tout ce qu'on fait. Il ne faut absolument pas faire une erreur parce que l'erreur, ça va te placer dans la catégorie soit des faibles ou alors des moins valorisés. Des perdants. Exactement. Et puis en plus, on t'apprend justement à perdre l'estime de toi aussi. Parce que dis-toi bien que quand tu fais l'erreur, tu te fustiges, tu te dis, oh, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire cette erreur en mathématiques. Regarde maintenant, je n'ai qu'un 2, un 3. Alors que si je n'avais pas fait l'erreur, j'aurais pu avoir un 10 ou bien un 20 comme certains élèves. Et puis d'ailleurs, l'école le fait très bien. Parce qu'on classe les élèves enfin les notes, et puis les plus méritants aux moins méritants, surtout dans le domaine, surtout dans les trucs francophones, dans les écoles francophones et puis camerounaises aussi. Voilà, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Et on les classe comme ça par rapport à ceux qui ont fait le moins d'erreurs. Donc ça, encore une fois, c'est pour faire la promotion de zéro erreur. Totalement. On grandit dans ce cadre et maintenant on arrive à 40 ans, 50 ans avec la notion d'erreur comme étant une grosse comment dire, comme erreur. Comme étant une grosse casserole que personne ne veut traîner avec soi. Et ça peut être très, très difficile parce que ça influence dans la vie de tous les jours. Quand tu veux, ça enlève toute spontanéité et ça enlève toute expression de soi-même, l'expression du vrai soi. Et moi, je le dis parce que moi, par exemple, quand j'ai voulu commencer mon YouTube, j'avais vraiment peur de commencer parce que je me disais, oh mon Dieu, et si maintenant je dis quelque chose, et je fais une erreur. Et si maintenant, et c'est ça qui m'a plombée pendant des années. Et j'ai pas pu ouvrir mon YouTube. Ce n'est qu'après plusieurs années que j'ai du coup décidé de faire le pas. Et en fait, je me rendais même pas compte que c'est le fruit de toute cette éducation qu'on m'a donnée de l'enfance jusqu'à maintenant qui était vraiment un poids, en fait. J'avais peur, j'avais juste peur. J'avais peur. Je trouve que c'est ça qui est... Alors, il y a l'autorisation de se tromper ou la non-autorisation de se tromper, mais moi, ce que je trouve aussi dommageable, Isabelle a dit quelque chose par rapport à ça, c'est qu'on n'a même pas conscience, et c'est ça que Marlise est en train de dire, on n'a même pas conscience qu'on est tellement terrorisé à faire une erreur qu'on ne va pas oser se mettre en action. Ça peut arriver. C'est vraiment un des trucs, c'est horrible. Grâce. Moi, ce mot déjà, erreur, ce qu'il faut. Ce mot, déjà, je l'utilise déjà plus aujourd'hui. Mais la définition que j'ai toujours connue de ce mot, vous l'avez toute résumée, Dora, Isabelle, Marlise, tout le monde. Le bic rouge. C'est ce qui est faux. En gros, pour résumer, erreur égale à ce qui est faux. Aujourd'hui, dans mon cheminement, ok, ce qui est faux pour toi ne l'est pas pour moi. Et même le mot faux, c'est quoi faux? Moi, je le vois plus maintenant comme un apprentissage. Ok, je fais des choses,
Déjà, avant, je me disais, comme je t'ai mise parfaite, je pouvais vraiment pas faire le moindre faux pas, je devais faire ci, ça à l'école. Quand j'avais pas... Bon, ça va, j'avais les notes qu'il faut selon la société, mais je pouvais vraiment, je me disais, si c'était pas exactement parfait comme dans ma tête, Grâce, t'as fait une erreur, oh mais Grâce, t'aurais pu parler peut-être un peu plus fort, t'aurais pu faire un peu ci, ça. Dès l'instant où je me suis dit, c'est bon, au moins, je fais ce que j'ai à faire. J'ai envie de le faire comme ça. C'est pas parfaitement parfait aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça sera parfait au moment où je le fais et je m'améliorerai. En fait, ok, comment je regarde, en fait, maintenant, comment je fais les choses? Je fais les choses. J'attends pas que ce soit parfait. Avant, j'attendais que ce soit parfait. Il faut que je sois ci, il faut que j'ai ça. Du coup, je faisais rien. Du coup, j'attendais. Je me aujourd'hui, mon mindset a complètement évolué parce que ces termes-là, c'est pour vraiment, moi, je le vois comme ça, c'est me freiner de faire ce que j'ai à faire. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Si c'est pas parfait à tes yeux, c'est pas grave. Au moins, j'ai fait. Au moins, j'ai fait le pas. J'ai fait le pas. C'est ça le plus important, c'est de faire le pas. Maintenant, comment ce pas est fait? Peut-être que ce pas est fait un peu de travers, mais même moi, je rigole. Ben, Grâce, continue de faire les pas de travers. La prochaine fois, ça sera un peu plus droit. Et même si c'est pas droit, c'est parfait de travers tel que c'est. Donc moi, le mot erreur, c'est bon. Je l'ai banni de ton dictionnaire. Et je vois plus comme à chaque pas que je fais, c'est un nouvel apprentissage et la vie m'envoie ceux qu'il faut, les personnes qu'il faut. Ah, je sais, je vais apprendre jusqu'à la fin jusqu'à mon dernier souffle. Je serai en mode apprentissage et c'est bon. Donc, le tout est de faire le pas. Oui. Quelle que soit la nature, même si c'est pas exactement comme tu te l'es imaginé, au moins tu fais le pas et au plus tu feras le pas, au plus tu vas te dire ok, mais là j'ai envie de m'entourer des personnes qui ont déjà fait 1000 pas avant moi pour aller peut-être plus vite ou si ça, mais au moins je fais le pas, c'est le plus important. Voilà, nous sommes de retour. Aujourd'hui, nous parlons de le droit à l'erreur, s'autoriser, se donner la permission de se tromper, de faire une erreur. Alors tout à l'heure, on a donné des définitions ou le ressenti par rapport à erreur, ce que ça voulait dire ou comment on le percevait. Peut-être on va pousser un peu plus loin parce que tout ce qu'on a dit, c'est qu'on a été formaté, on a été éduqué à ne pas faire d'erreur, mais dans la vie de tous les jours, en fait, nous ne faisons que ça. Parce que chaque fois qu'on fait une nouvelle chose, par exemple, on se trompe. Et même parfois, pas des nouvelles choses, mais parfois on dit « je t'aime » à quelqu'un et on s'est trompé parce que c'était peut-être pas la personne à qui dire « je t'aime ». Et ça, alors comment est-ce qu'on fait pour s'autoriser à se tromper ? Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec ça? Parce que j'ai déjà une question ici qui arrive de quelqu'un qui me dit « Ok, d'accord, j'entends bien qu'on a été éduqué, qu'on a été machin, mais comment je fais pour vivre ?» Et j'aime beaucoup ce que Dora disait tout à l'heure, que je pense Marlise aussi, 2 personnes ont parlé du fait que le bic rouge réduit l'estime de soi. Ou en tout cas, comment je fais pour vivre avec ça? Comment je fais pour m'autoriser à me tromper, à faire des erreurs? Dora? Oui, c'est la question. Alors, pour répondre à ta question, comment faire moi, je dirais qu'il y a deux échelles. Au niveau de la société, on pourrait déjà la valoriser, l'erreur. Tu disais tout à l'heure, Martine, qu'il y avait des sociétés où c'était plus simple de la faire ou qu'en tout cas, que c'était plus valorisé. Si tu as monté ton entreprise mais qu'elle a fait faillite, ici, ça sera vraiment vécu comme une honte, comme un échec, alors que je pense plutôt aux cultures plus anglophones, on va dire super, t'as osé, très bien, t'as déjà eu un échec, ça veut dire que t'as déjà un petit peu plus d'avance que celui qui n'a encore rien essayé et que donc la prochaine fois tu pars déjà avec une avance plutôt que t'as déjà une casserole dans ton sac, quoi. Donc on pourrait switcher la manière de voir les choses et de valoriser les erreurs et les fois où ça marche pas en tant que société. Après, d'un point de vue individuel, comment est-ce qu'on processe ça?
j'ai pas la solution magique, mais voilà ce qui fonctionne pour moi. C'est de commencer par accueillir. Et j'aime beaucoup ce mot. Ouais. Accueillir et accepter que, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Faire un constat, faire juste une observation simple. Je veux dire, qui n'implique aucune critique, aucun jugement de valeur. Juste l'observation qu'effectivement, l'objectif n'a pas été atteint. Juste le constater, poser le constat et puis l'accueillir. Et accueillir tous les sentiments négatif, tout l'inconfort qui vient avec et prendre le temps de vraiment le recevoir et de se dire, voilà moi ce que je me dis oh là là, ok, et je suis très dure avec moi-même, je vais dire voilà, j'ai pas atteint, ça va tout de suite aller dans c'est une catastrophe, je suis nulle, je vais être très dure avec moi-même et du coup pour casser ce cycle de jugement négatif, c'est juste accueillir et puis je me pose cette question, ok Dora, est-ce que tu vas pouvoir vivre avec ? Ouais. Je commence par là. Et en général, ça planifie un petit peu l'horizon parce que, bien sûr que je vais vivre. Cette erreur, je me suis pas... c'est pas un arrêt cardiaque. Mes poumons ne sont pas altérés. Je vais pouvoir vivre avec. Et donc, ça remet quand même en perspective le vital de l'essentiel, quoi. C'est pas, ok, ce projet pour moi était très important ou c'était essentiel. Ça comptait beaucoup, mais ce n'est pas vital. Je vais pouvoir vivre avec, je vais pouvoir faire autrement. Et du coup, ça offre de l'espace pour penser à la prochaine étape. Oui. C'est ça, c'est pour couper le cycle de culpabilité et créer de l'espace pour penser au prochain pas à faire. Oui. J'aime beaucoup, Isabelle a évoqué un peu ça aussi tout à l'heure. On a parlé d'éducation et la manière dont on est conditionné. D'en faire une erreur, il y a beaucoup d'émotions qui vont arriver et c'est ce que tu es en train de dire, et notamment des émotions que nous avons déjà catégorisées comme étant négatives. Oui. Et donc, on ne veut pas les ressentir. Oui, mais, Isabelle, tu veux dire quelque chose ? Oui, parce que en fait, je suis même un peu étonnée de tout ce jugement que chacun met sur ses propres expériences. Oui. En fait, le défi, c'est ça. Pour pouvoir dépasser ça et accepter de se tromper, c'est arrêter de se juger. Arrêter de s'auto-juger. Finalement, c'est ça. C'est dire... voilà, je suis qui je suis avec mes faiblesses et mes forces. Et donc, oui, ça arrive qu'on se trompe. Mm-hmm. Mais je dirais pas, je suis pas aussi sévère que toi. Tu dis, on n'arrête pas de se tromper toute la journée, mais moi pas. Je sais pas, je cherche des expériences, mais voilà, je n'ai pas l'impression que je me trompe à ce point-là. Je sais pas. Oui, en fait, en plus, quand je le dis aujourd'hui, c'est peut-être pour banaliser. Tu vois la chose, parce que l'erreur, dès qu'on dit erreur, en tout cas dans les cultures francophones, dès qu'on dit erreur, on dit échec, mais ça devient quelque chose d'énorme, tu vois. Voilà. Or, pour moi, aujourd'hui, on se trompe. Voilà comment j'apprends à accueillir une erreur aujourd'hui, à me dire, par exemple, ce matin, quand j'ouvre les yeux le matin, j'apprends à sourire. Juste sourire et dire merci, tu vois. Et par exemple, quand je faisais pas ça, j'ai pas fait ça ce matin, tu vois. Je me mets déjà en mode, j'ai oublié de sourire ce matin, de dire merci. Chacun vit la chose à sa manière. Pour moi, si je banalise l'erreur, ça va juste être une expérience en plus dans ma journée. Oui. Tu vois, ça devient quelque chose comme, il est midi, je vais manger. Tu vois, ça ne sera plus quelque chose qui va me paralyser ou qui va m'angoisser au point de rester derrière la porte sans oser ni toquer à la porte, ni l'ouvrir. Donc, une erreur, ce que je veux dire par là, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Parce que même quand on pense qu'on n'est pas en action, on fait quand même plein de choses sur lesquelles on va se tromper. Donc, pour moi, si l'erreur devient... banal, je trouve pas un autre mot pour l'instant, si l'erreur devient quelque chose de quotidien, quelque chose on va pacifier nos vies, on va déculpabiliser notre façon de voir les choses et on sera moins, en tout cas moi je serai moins à l'affût de ok, il faut absolument que je trouve les mots parfaits avant de dire une phrase. Mais il faut absolument que je trouve comment et pas me tromper, tu vois. Moi, ça me paralyse. Donc, au plus je banalise l'erreur dans ma journée, au mieux je passe en action, au moins je culpabilise en disant
Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est arrêter de se juger. C'est ça. C'est ça. Voilà, point. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, oui, ça entraîne aussi toutes ces émotions, la déception, la colère, la tristesse, la frustration, toutes ces choses qu'on nous a dit, il faut surtout pas être en colère, il faut surtout pas être frustré, il faut surtout pas. Mais donc, encore comme tu dis, on repart dans du jugement, et on est dur envers soi et envers tous les gens qui nous entourent. Et donc, Dora, elle a dit accueillir. Oui. J'apprends à accueillir et accepter aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose que moi je savais faire. La seule chose que je savais faire, c'était de m'auto-juger et de juger absolument tout le monde autour de moi. Et ça te servait à quoi ? À me sentir mal. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi je suis fort pour l'approche paradoxale. Donne-moi une bonne raison de continuer à te culpabiliser toute la journée. Maintenant, je sais, mais avant, ça me servait à me sentir mal. Et comme c'est la seule chose que je savais, je continuais. Mais c'était la sanction. J'ai fait une erreur, je dois être quelque part puni. C'est l'auto-sanction. Oui, je m'auto-sanctionnais. Et comme c'est la seule chose en plus que je connaissais, je continuais. Ta zone de confort inconfortable. C'est ça. C'est ça. C'était absolument ça. Marlise, pardon, on oublie les filles qui sont en ligne. Mais non. En tout cas, moi, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Et surtout quand vous mentionnez qu'il faut arrêter de se juger. C'est clair que c'est un idéal. Mais je pense pas, pour moi en tout cas, je ne pense pas que c'est quelque chose qui s'octroie. Dans la pratique, oui, dans la pratique, c'est quelque chose de très, très compliqué. Parce que non seulement on se juge tout le temps, mais aussi on juge les autres tout le temps. Même si on pense qu'on ne les juge pas ou bien qu'on se juge pas, on le fait. Parce que c'est comme ça qu'on a été éduqué, c'est comme ça qu'on a évolué et c'est comme ça qu'on est devenu ce qu'on est. Et je suis d'accord par contre pour le fait que l'erreur est définitivement liée au jugement. Ça, c'est clair. Et aussi que l'erreur devrait plutôt être comme une expérience. Une expérience qui nous challenge, une expérience qui nous permet de voir les choses différemment, qui nous permet de prendre du recul, une expérience qui nous permet de réorienter notre vision, nos actions, nos projets, une expérience qui nous permet de nous réorienter et ajuster notre futur et mieux le construire d'ailleurs. Donc, et pour répondre à ta question, Martine, comment accepter de se tromper? J'irais plutôt dans le sens de Dora. Déjà, il faut accueillir vraiment, ce qui n'est pas facile parce que à chaud, quand tu as une expérience qui est qui te rend malheureuse, c'est clair que à chaud d'abord, on a mal, on a très très mal. Et ça fait partie de notre nature humaine. Maintenant, passer ce temps, prendre du recul, accueillir et accepter, mais ne pas comment dire, ne pas effacer ce moment qui nous fait mal ou bien ne pas l'ignorer. Tu vois? Et ça, c'est la première des choses, accueillir. Aussi, la deuxième des choses pour moi, ce serait accepter que nous sommes tous des êtres parfaits dans l'imperfection. Et savoir qu'on a beau être perfectionniste, on a beau faire un travail parfait, ce travail parfait-là, il sera toujours perfectible. Malheureusement, c'est la vérité. Donc, à quoi bon être stressé, se stresser pour faire ça? Je le sais bien parce que c'est comme ça que j'ai été pendant longtemps. J'ai toujours été du genre à faire, c'est-à-dire écrire de façon parfaite, à parler de façon parfaite, à travailler, à nettoyer de façon parfaite.
Et quand quelqu'un vient toujours après moi, il y a toujours quelque chose que je n'ai pas fait de façon parfaite et que cette personne peut améliorer. Donc, et la troisième des choses, c'est que on peut peut-être apprendre à être un peu plus responsable, c'est-à-dire apprendre les expériences qui nous font mal dans un sens avec beaucoup d'humilité et puis aussi avec beaucoup de brainstorming, c'est-à-dire déjà ne pas chercher forcément à pointer du doigt sur le coupable, c'est moi, c'est toi, c'est l'autre, mais juste accepter ça comme une expérience tout à fait normale qui a juste pour conséquence de nous réorienter vers autre chose qui parfois est même encore meilleur que ce qu'on avait planifié dès le départ. Donc voilà les 3 aspects que je voulais mentionner par rapport à comment accepter de se tromper. Ok. Grâce? Eh ben, c'est génial tout ce qui est dit parce que ça rejoint vraiment ce que je pense par rapport à ça. Moi, l'une des choses, c'est, Dora, toi aussi, tu l'as super bien évoqué, c'est d'accueillir que ce soit, même si ça évoque des émotions négatives, des émotions de colère, de ci, de ça, c'est d'apprendre à accueillir cet aspect-là que nous sommes, comme tu l'as si bien dit, Marlise, parfaits dans notre imperfection, qu'on peut aussi faire des choses différemment et que c'est pas forcément mauvais. Et le point aussi important que vous avez évoqué, je pense, de transformer cet aspect de punition, de mauvais justement, en lien avec l'erreur bic rouge mauvais, de le transformer, limite, enfin même pas limite, d'applaudir chaque fois, comme tu as dit, Dora, quelqu'un fait une faillite, olé, bravo, t'as fait une faillite, c'est génial, d'applaudir et tout, de te dire, waouh, tu as fait ce pas-là, de transformer l'aspect négatif de la chose. Et moi, un point aussi que je voulais rajouter par rapport à tout ça, c'est de se fier à soi-même, au fait. Quand tu fais quelque chose, quand c'est pas parfait, entre guillemets, reviens et fie-toi à toi-même. Qu'est-ce que toi-même tu en penses? Est-ce que toi, tu trouves que c'est vraiment la catastrophe ou bien c'est ce que tes proches trouvent? Est-ce que toi, au fond de toi, tu trouves que c'est une catastrophe d'avoir fait une chose d'une telle façon ou bien c'est plutôt l'entourage où tu as été habitué à ça toute ta vie? Reviens à toi et fie-toi à ce que toi, tu penses réellement de la chose. Okay. Et apprends à accepter, dis-toi, ok, j'ai fait ça comme ça, ok, c'est pas comme je m'étais imaginé, mais c'est bon aussi. C'est bon aussi parce que j'avance, je continue d'avancer. Et reviens à chaque fois à toi. Okay. Est-ce que c'est toi qui le penses ou bien est-ce que ce sont les autres les pensées des autres que tu mets en toi? Donc, ce gros discernement-là est, à mon sens, archi important. Oui, yes. Merci Grâce. Isabelle, tout à l'heure, tu disais quelque chose aussi par rapport à ça. Tu n'as pas fini. Je pense qu'il faut quand même savoir aussi faire la distinction dans toutes ces... J'entends se tromper, les erreurs, et c'est bien, on peut accepter. Non, il faut quand même d'abord se dire quels sont les enjeux de mes erreurs. Chaque erreur ou chaque... si on se trompe, ça peut avoir un enjeu important et se dire, ok, maintenant, quelle est la suite, quelle est la solution, qu'est-ce que j'ai comme option? Et donc, moi, c'est vraiment vers ça que je vais quand je me rends compte que je me suis trompée. J'ai pu avoir des collaborations professionnelles qui finalement s'avèrent infructueuses. Et puis, je me dis, ok, c'est une erreur, on n'aurait peut-être pas dû travailler ensemble. Et du coup, mais quels sont les enjeux d'avoir commencé? Comment est-ce que je peux me ressortir de cette situation au mieux? Donc, pour moi, c'est aussi important de ne pas minimiser le fait qu'on se soit trompé. On a le droit de se tromper, mais on a le droit de rectifier et de choisir une nouvelle trajectoire pour ne pas rester dans son erreur. Oui. Ça, c'est aussi important, parce que rester « Ah ben voilà, je me suis trompée de mari », il y en a comme ça, on leur pose la question en fin de vie « Quel est votre plus gros regret ?»
Ah ben parce que je me suis trompée de métier, je me suis trompée de mari et je suis restée toute ma vie là-dedans. Et ils vivent leur vie dans cette erreur. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Je trouve qu'il faut pouvoir se dire, ok, je prends conscience que je me suis trompée à un moment dans un parcours et qu'est-ce que j'en fais? Je décide de changer. Mm-hmm. Je décide d'aller vers ce qui est plus juste et j'apprends de mon erreur. Donc, mais tout ça, ça demande beaucoup de force et d'énergie. Voilà, c'est ça donc, que j'allais dire. Il faut pouvoir se poser les bonnes questions de quels sont les enjeux de quitter un travail où on s'est trompé de job, quels sont les enjeux de quitter un partenaire où on s'est peut-être pas trompé, on a appris. On a appris beaucoup de choses. C'est ça. Mais voilà, mais en même temps, c'est pas rester dans un moment quand on se rend compte qu'on n'est plus en accord et que c'est pas rester dans l'erreur. Oui, mais après, aujourd'hui, quand j'ai parlé de ça à quelqu'un qui m'a téléphoné, la personne m'a dit, mais combien de fois est-ce qu'il faudrait se tromper avant de voir qu'on se trompe, tu vois? Oui. Parce que du coup, ça pose aussi ce genre de questions. Alors, il y a une légende qui dit qu'il faut que la vie te représente 12 fois le même plat par exemple, que tu t'en rendes compte. Oui, donc, tu vois. Et tu t'en rendras après, tu ne te tromperas pas forcément, plus. Parce que je pense, en tout cas pour moi, sur mon parcours personnel, ce qui a vraiment été parfois difficile, c'est de réaliser, de prendre conscience que j'étais en train de me tromper. Tu vois ? Et je pense que, comme tu le dis, comme nous l'avons toutes dit, chacune à sa manière, une fois qu'on prend conscience et qu'on accueille qu'on s'est trompé, on peut effectivement, d'ailleurs, se tromper entraîne la créativité. Tout à fait. À condition qu'on accueille, qu'on accepte. Oui. Et ça demande de l'humilité. Exactement, Marlise a parlé de ça. Oui. Donc, ça combine un peu tout ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est prendre déjà conscience que, ok, là, je me suis trompée, accueillir, comme disait Dora, que, ok, accepter que je me suis trompée, être humble pour venir, parce que ça entraîne aussi quelque chose que moi, je ne connaissais pas de ma vie, c'était de dire pardon. Tu vois, je fais partie de ces gens, comme je me suis jamais trompée, je demande pas, non, je demande pas pardon. C'est à toi de demander pardon. Tu vois, donc c'est vraiment des choses, mais une fois qu'on a établi tout ça, on peut devenir créatif, on peut même aller vers la résilience, on peut aller... on a parlé de faillite, il y a une entrepreneure française d'origine sénégalaise, je crois, Absatoussi. J'ai écouté une de ses interviews, elle est brillante. Pas forcément brillante parce qu'elle réussit des choses dans sa vie, mais cette philosophie en France, en plus, enfin, comme en Belgique, elle a eu des faillites, tu vois. En France, quand tu fais faillite... Mais tu peux plus respirer, hein. Mais t'as fait faillite, tout le monde. Voilà, tout le monde autour de toi est en panique. Et donc elle disait, ok, pour être où elle est aujourd'hui, elle a eu plusieurs faillites parce que elle était en train de chercher quelque chose. Elle a un objectif à atteindre et elle a essayé plusieurs choses. Et en essayant ces choses, certaines choses n'ont pas marché, d'autres ont marché, mais elle est arrivée à la faillite plusieurs fois. Ce qui a fait qu'à un moment, en rassemblant peut-être tout ça, peut-être avec de l'humilité, peut-être avec de la résilience, peut-être avec la créativité de transformer ses erreurs, elle a pu aujourd'hui arriver à quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va plus jamais se tromper. Parce qu'il y a aussi dans ce que nous recherchons, dans la recherche de la perfection, de dire, ok, maintenant j'ai canalisé tout ça, je sais que je me suis trompée ici, je réunis tout ça, je ne vais plus jamais me tromper. Parce quoi que nous disions ici, on a quand même cette fichue tendance à vouloir que ça soit parfait. Donc, moi, je suis comme ça. Vous, je sais pas. Mais on a ce truc, donc malgré... c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup l'exemple du bébé. Moi, j'ai 2 enfants, je les ai vus apprendre à marcher. Je leur ai pas tenu la main et j'étais vraiment en mode observation. Un bébé, ça tombe des milliers de fois. Et il n'y a pas un jour où un des miens a dit ok, c'est bon, je reste sur mon cul, quoi. Je bouge plus, tu vois. Et tu as parlé d'enjeu. L'enjeu de marcher était tellement fort que le bébé s'est relevé autant de fois qu'il est tombé.
Mais est-ce que c'est pas aussi parce que nous, le parent, on n'était pas en train de fustiger le bébé à ce moment-là, en lui disant mais t'aurais dû mettre le pied gauche avant le pied droit, toi aussi, pourquoi tu dandines quand tu marches? À mon avis, c'est exactement la raison pour laquelle on devrait tous retourner enfant. Parce que l'enfant n'est pas encore, on l'a pas encore formaté. Il n'a pas les jugements. Formaté de tout ça. L'enfant encore exprime ses sentiments de façon genuine et de façon authentique. Authentique, voilà, merci. Il n'a pas peur du ridicule. C'est ça. Oui. Donc, pour lui, ce n'est pas une erreur, c'est juste une expérience. Il apprend une expérience jusqu'à ce qu'il arrive à marcher. À ce qu'il va marcher, en l'occurrence. Oui. Pardon de t'avoir interrompu. Non, très très bien, c'est parfait. Grâce le disait, oui, Dora, vas-y. Et oui, moi je voulais juste aussi rebondir sur ce que vous disiez toutes les deux, Martine et Isabelle, sur le nombre de fois. Oui. Parfois, mais en fait, autant de fois que nécessaire. Parce que finalement, quand on n'y arrive pas, c'est... j'aime bien, j'écoute beaucoup Youssoupha qui dit il n'y a jamais de mauvaise fin. Quand c'est mauvais, c'est que c'est pas fini. Donc on recommence, quoi. Et il y a ce truc de... aussi, moi j'avais ça très fort. J'avais comme un horizon. Je me disais, quand j'aurai atteint ça, alors je ferai plus d'erreurs. Quand j'aurai ce diplôme, alors ça serait mieux. Alors qu'en fait, les plus grands font des erreurs aussi. Je veux dire, les plus grands présidents, les plus grands leaders, ils font des erreurs aussi. Donc il n'y a jamais un niveau qu'on atteint où l'erreur n'existe plus. C'est vraiment, s'il y a bien quelque chose qui va nous accompagner jusqu'à la mort, c'est bien l'erreur. Et du coup, moi je rêve, je reviens à l'école, de centres de formation, d'écoles où on enseigne ça aussi. L'erreur, c'est l'endroit par excellence où on fait des erreurs et il n'y a aucun cours qui nous apprend à les processer. C'est quand même incroyable. Il faudrait presque, je ne vais pas dire rajouter un cours parce que ce serait trop scolaire, mais voilà, en tenir compte et faire quelque chose dans ce sens-là, puisqu'on va tous en faire et toute notre vie et que oui, il y aura du jugement extérieur, intérieur. Pourquoi ne pas apprendre à gérer ça collectivement, individuellement et en faire quelque chose. Donc oui, moi j'aimais bien cette idée qu'on n'atteindra jamais une étape où on ne le fait plus. Et puis j'aime beaucoup aussi Paulo Coelho, vous savez, l'auteur brésilien, l'alchimiste, le livre par excellence, où vraiment c'est cette histoire de... J'ai dû faire tout un détour, tellement de chemin pour me rendre compte que ce dont j'avais besoin était là. Mais voilà, pour moi, à la place de l'erreur, c'est vraiment ces chemins, parfois détournés, parfois ces raccourcis, parfois ces chemins plus longs, pas toujours les plus rapides. Et c'est ça qu'on appelle erreur. J'aurais dû, j'aurais pu, à recommencer, je ferai autrement. Et c'est juste des chemins. Et pour revenir à ce que tu disais avec Absat aussi, c'est OK, j'ai un objectif, j'ai peut-être une mission, je vais essayer plusieurs choses. Ça va marcher, ça va pas marcher, mais peu importe. Et c'est ça effectivement qu'on appelle erreur, mais tant qu'elles nous servent, nous, à grandir dans notre développement ou à apprendre à dire pardon, à apprendre à dire merci, alors finalement, j'ai presque envie de citer Confucius, il dit les seules erreurs sont celles qu'on ne corrige jamais, finalement. Donc tant que ça nous a servi quelque part, ou que ça a servi peut-être les autres, ou une cause plus grande, j'en sais rien, mais j'aime croire que tout ce qui se passe... sert toujours à quelqu'un, quelque chose, quelque part. C'est très curieux. Pendant que tu disais Confucius, les seules erreurs, c'est celles qu'on ne corrige jamais. Quand tu as dit ça, j'ai pensé les seules erreurs, pour moi, c'est celles qu'on ne commet jamais. Wow. Mais on en commet. Et aussi sur la même lancée, je pense que c'est Isabelle qui disait ça. Qu'est-ce que je fais de mon erreur? C'est quoi les enjeux? On apprend, par exemple, au cinéma, il y a j'ai en anglais stunt. Quelqu'un en français, le mot, les caramboles, ceux qui doublent les acteurs pour faire les cascadeurs. Merci. Ils apprennent à tomber. Yeah. On pourrait apprendre à faire des erreurs. J'avais une femme que j'accompagnais qui avait des TOC. Et donc, en fait, les TOC, c'est la peur de tromper. Et elle avait peur de faire des mauvais paiements. Et donc, elle relisait des dizaines de fois avant de pousser sur le clic. Je connais ça. Et donc, et à un moment, ce que j'ai fait, c'est une technique de coaching, c'est de prescrire le symptôme. C'est-à-dire, je lui ai proposé de se tromper volontairement dans le paiement de son téléphone Proximus ou un gros truc, système qui, de
toute façon corrigerait parce que tout est organisé, bien géré. Elle a eu très peur quand je lui ai prescrit ça, mais c'est l'approche paradoxale. Et en fait, c'est pour montrer à quel point l'enjeu est tout petit. Oui. Elle a amplifié quelque chose d'anodin quelque part, de payer 30 € ou 300 €. Je dis, justement, expérimente, vois la différence. Oui. Et finalement, chaque fois qu'elle a repris son téléphone pour payer, elle a eu cette pensée-là. Et elle ne s'est plus trompée. Et elle s'est apaisée quelque part parce qu'on a prescrit c'est presque prescrire le faux, ça, vraiment, l'erreur, prescrire l'erreur. Oui, que ça devienne, c'est ce que je dis, que ça devienne, comme j'aime bien l'idée de prescription, que ça devient quelque chose de complètement naturel, normal, qui l'est d'ailleurs, c'est juste nous, dans notre mental. Parce que quand on te dit, vas-y, trompe-toi, tu te tromperas pas. Mais c'est ça, voilà. Tu t'autorises. Oui, et du coup, les choses sont moins, on relativise. Tu mets plus de conscience aussi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais pour moi, là, il y a deux choses. Il y a la peur qui paralyse et du coup, on n'ose pas faire parce qu'on voudrait que ce soit parfait. Comme le disait, je pense, Grace et Marie-Lise en ligne, qui disaient que voilà, il y a quelque chose de paralysant et du coup, on n'ose pas, on veut pas. Et puis, il y a j'ai osé et je me suis trompée. Et du coup, ça, c'est effectivement, c'est deux sujets. C'est ça, c'est presque deux sujets. Ce qui demande presque deux processus différents. Pour l'accepter, effectivement, le peut-être se dire quel est le pire scénario catastrophe avant de commencer. Bon, allez, si je le fais et que je me plante, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je l'ai fait, je me suis plantée. Comment je le vis, quoi. Et oui, c'est deux points effectivement sur lesquels il faut faire attention et par lesquels on passe tous. Et de nouveau, on n'a pas toujours les outils pour faire face à tout ça. Mais heureusement, il y a des émissions radio magnifiques où on peut en parler. De ça. Il y a aussi un aspect que les médias montrent souvent aussi qui contribue aussi à avoir peur de faire des erreurs. Parce que quand on montre, par exemple, un personnage qui a réussi sa vie, il est millionnaire ou bien il a réussi dans un certain domaine, tout ce qu'on voit, c'est cette partie brillante. Et on ne parle jamais du background, c'est-à-dire de tous les échecs qu'il a connus avant d'arriver là où il est. Je pense par exemple au président américain, je crois, est-ce que c'est Lincoln, celui qui a essayé d'être président pendant au moins 7 fois, qui a échoué, à chaque fois. C'est à la 7e ou 8e ou 9e fois qu'il a enfin réussi. Qu'est-ce qu'on retient? On ne retient que le président Lincoln. Pas toute... mais quelque part, j'aime bien parfois parler de ma médiocrité. Hein? OK, restons sur la mienne, je ne vais pas généraliser. Mais comme ça, je suis rassurée dans ma médiocrité. Tu vois? Si je parle de l'échec de ce président dont tu parles, je pourrais me dire, oh mince, quelqu'un d'autre est passé par là. Mais si je ne parle que du fait qu'il est devenu président des États-Unis, je me dis, il a eu de la chance, il est peut-être plus brillant que moi, et du coup, je reste dans ma médiocrité. Mais oui, on parle moins de ces choses-là. Mais j'ai l'impression quand même que c'est en train de changer, parce qu'on commence à parler de plus en plus de ça. J'ai écouté... Enfin, j'ai plusieurs exemples en tête. Il y a, par exemple, Michael Jordan, le grand basketteur américain. Vous savez combien de paniers, enfin je ne me rappelle plus le chiffre, combien de paniers dans les entraînements, il a raté avant de commencer à réussir à faire les 3 points. Les 3 points, c'est quand tu te mets presque au centre du terrain et tu essayes de mettre le ballon dans le panier. Des milliers de fois, il s'est entraîné pour réussir à faire entrer des milliers de fois. Et nous, dès qu'on se trompe une fois, on veut déjà s'arrêter et dire c'est la fin du monde. Un autre aspect, ce sont tous les scientifiques qui sont connus, reconnus, voilà. Combien il y a peut-être pas des centaines, j'ai pas compté, il y a plusieurs scientifiques qui ont trouvé une solution ou qui ont réussi quelque chose, mais tout en cherchant complètement autre chose. C'est arrivé parce qu'ils ont fait une erreur. C'est vrai. Il y en a plein comme ça. J'ai lu aujourd'hui, j'étais waouh. Les post-it, par exemple.
Les post-it, c'est quelqu'un qui a inventé une colle, mais elle ne collait pas assez fort. Oui. et c'est devenu... quand on regarde tout ça, tu te dis, Edison, il a dû faire combien de trucs avant d'arriver à faire son ampoule, et d'autres qui cherchaient autre chose, mais parce qu'ils ont mis un ingrédient qu'il ne fallait pas ou qu'il ne devait pas, ou peu importe, ils ont fait une erreur, et cette erreur est aujourd'hui applaudie par tout le monde parce qu'elle résout une situation dans la vie, peut-être une maladie, peut-être ça soigne une maladie. Donc, ça peut permettre de relativiser. On revient au studio Radio Campus, nous sommes en train de parler de le droit à l'erreur. Pourquoi c'est important de faire des erreurs de s'autoriser en tout cas à faire des erreurs. On va peut-être continuer en donnant des exemples plus précis, soit personnels, soit des gens que nous avons accompagnés. Isabelle a parlé tout à l'heure de quelqu'un qu'elle a accompagné à dépasser. C'est un TOC, tu as dit. Ouais. Ou des exemples personnels où nous nous sommes trompés, où on a fait une erreur et pendant peut-être longtemps, on a eu l'impression que c'était insurmontable. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour passer à autre chose, pour peut-être recommencer et pas rester paralysé par cet échec-là. Si vous avez des exemples concrets de vos vies, personnelles, professionnelles, ça peut être intéressant de partager ça. Dora, je vois que tu souris déjà. Non, je souris parce qu'il y avait... j'avais fait une toute petite erreur, justement. Oui. Je vous ai dit que je faisais des vidéos et j'avais fait une erreur dans la vidéo. Et en plus, je parle en tant que scientifique, biologiste, donc il y avait toute cette caution. Je ne peux pas me tromper. Ma parole doit être correcte puisque j'ai la caution scientifique derrière. Et je m'étais trompée, même en tant que scientifique. Et du coup, c'était une petite erreur. Genre, j'avais dit... Je m'étais trompée sur le nombre d'os, sur le visage, insignifiant, c'est pas très grave. Mais j'en avais fait tout un plat parce que c'était public. La vidéo était publiée. Et donc, on n'a pas 3 millions de followers non plus, mais voilà, ça faisait déjà au moins des centaines de personnes qui allaient la voir. Et j'avais peur d'être réduite à cette erreur, en fait. Voilà, c'est comme si tout ce que j'avais fait avant de bien aurait pu être effacé par cette petite erreur que personne n'a relevée. Concrètement, je m'en suis remise. Mais voilà, j'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur d'être réduite à mon erreur. Et c'est ça que j'ai eu du mal à processer, d'être réduite à mon erreur. Et ça, c'est quelque chose que je traîne encore très fort. Je vais juste vous donner un autre exemple parce que ça, c'est plus récent et c'est quelque chose que beaucoup de gens traversent, mais on en parle très peu. Le permis de conduire. Je ne l'ai pas réussi du premier coup. Là, je suis en permis provisoire, tout va bien, je conduis, je suis indépendante, mais j'ai raté l'examen. Et de nouveau, c'était... alors c'est public dans le sens où il y a un examinateur, il y a une validation extérieure qui n'est pas arrivée. Et ce permis, cette erreur m'a complètement paralysée pendant des semaines et des semaines. Je voulais juste aller me cacher dans un petit trou parce que le permis de conduire, tout le monde là. Il y a des millions de gens. On ouvre la fenêtre, on regarde, tout le monde conduit. Et moi, je n'arrivais pas à l'avoir. Donc j'avais l'impression que c'était en plus quelque chose de simple à faire apparemment pour le commun des mortels et que moi, je n'y arrivais pas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui n'ont pas réussi du premier coup, le permis de conduire. Mais donc voilà, il y a ça aussi, cette impression qu'on est seul à faire cette erreur. Que, oh là là, il n'y avait vraiment que moi pour la faire, cette erreur. Et on s'isole comme ça, on en fait quelque chose de très... oui, ça arrive parce que c'est moi, parce que je n'ai pas ce qu'il faut, moi. Et en fait, quand on dépasse un peu ça, on se rend compte qu'il y a plein de gens dans le monde à qui ça arrive, comme je disais, à faire des erreurs, se tromper, avoir des échecs, ça arrive ça arrive à absolument tout le monde et même aux plus grands. Et du coup, remettre ça en perspective, moi, ça m'aide. Voilà. Je vais peut-être pas vous raconter... J'ai pas... la plus grosse erreur de ma vie ici que j'ai en tête, j'ai pas cette impression-là, mais par contre, ce qui est très clair dans ma tête, c'est qu'effectivement, je traîne ce sentiment et cette peur de, être réduite à l'erreur, que ce soit une erreur quand elle est publique, que les gens ne retiennent plus que ça. On disait, bah oui, finalement...
quand on rate beaucoup de choses et qu'on finit par la réussir, finalement, les gens ne retiennent que la réussite. Mais faut-il encore arriver à cette réussite quand on est... on parlait de Lincoln, là, s'il a réussi au bout de la 7e fois, à la 5e, il est complètement plongé dans cette série de fails et d'échecs. Et donc, voilà, moi, c'est plutôt ça que je traîne avec moi et que j'essaye de vraiment trouver des outils pour m'en délester, pour vraiment vivre mieux les prochaines erreurs et échecs que je ferai, et pour bien vivre avec toutes celles qui sont déjà dans mon panier, quoi. Donc vaincre la peur d'être réduite à une erreur. Je suis toujours plus que toutes les erreurs que je ferai, quoi. Oui, c'est waouh, ce que tu disais résonne très fort, parce qu'il y a comme quelque chose de s'identifier à l'erreur que tu vois. Alors que c'est une erreur qu'on fait, on n'est pas cette erreur. Exactement. C'est une action qu'on pose. Ça n'a rien à voir avec notre être ici. Oui. Mais on sait pas. On a parfois beaucoup de mal à séparer. On glisse très vite entre j'ai fait une erreur et je ne suis plus qu'une erreur. Oui. On glisse facilement et c'est toxique, évidemment. Isabelle, tu écoutes avec beaucoup d'attention. Oui, j'écoutais parce que en fait, on se rend compte à quel point on est chacun différent dans sa conscience. Oui. Mais moi, ma grosse erreur, ça a été juste après le confinement, l'achat d'une nouvelle maison. Donc, il y a eu la sortie de confinement, tout le monde s'est précipité sur les maisons et on a 24 heures pour décider. Ah, oui. Et donc, du coup, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que ça va correspondre? Ça correspondait à l'état de mes enfants à l'époque où j'étais encore... on avait passé un confinement avec mes enfants et j'ai dit oui. Et j'ai craqué pour cette maison qui me plaisait, mais il y avait quand même des éléments qui me faisaient dire ça va pas être simple. La salle à manger était face au jardin avec la cuisine et le salon au repos était à l'étage. Et je me dis on va devoir s'habituer. Et je me suis jamais habituée. Et donc, je ne me suis jamais sentie bien dans cette maison. Et j'ai rapidement, ma fille est partie, mon fils est resté vivre avec moi, et on se chamaillait dans cette maison. J'étais pas heureuse. Et après 1 an, j'ai dit ça suffit là. J'ai fait une erreur. Je vais la revendre et je vais chercher autre chose. Et c'était pour moi une prise de conscience que ben oui, l'erreur est humaine, on peut changer d'avis. Oui. Et les gens que j'accompagne m'ont dit tu nous as montré aussi cette force de pouvoir se tromper, d'accepter que, ok, on peut se tromper avec une maison, avec un gros budget, et se dire, ben non, elle ne convient pas, je passe à autre chose. Et donc, j'ai après bien mieux calculé, enfin, pas calculé, mais répertorier ce que je voulais vraiment dans la maison, quelle était la maison idéale, et je l'ai trouvée en mai 2022, et j'ai déménagé ici en octobre. Donc pour moi, c'était vraiment sortir d'une erreur, merci, pour aller vers une nouvelle réussite et un choix waouh, où là je me félicite vraiment d'avoir osé dépasser cette erreur et de ne pas être restée dans cette maison qui ne me convenait vraiment pas du tout. C'est très puissant ce que tu viens de partager, parce que l'erreur en soi, c'est pas forcément grave. Non. Mais ça peut avoir un coût. Ça m'a voilà, coûté de l'argent. c'est ça. Mais bien sûr. Et il faut accepter que les erreurs nous coûtent de l'argent. Coûter quelque chose. De l'argent ou du temps ou de l'énergie. Ça, c'est vrai. Mais une erreur, ça coûte. Oui. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Parce voilà. que oui, mais c'est très puissant. Parce que tu acceptes déjà que tu t'es trompé en achetant cette maison. Mais surtout derrière, tu te relèves en disant « Ok, je vais perdre de l'argent, mais j'ai besoin d'avoir une maison qui corresponde à quelque chose qui va t'apporter du bien. » Moi, je réfléchis absolument pas comme ça. Si je me trompe, ben non, au contraire, je vais persister, je signe et je reste accrochée au truc en disant il faut absolument que... alors que la chose est déjà passée. Hein. Il faut que ça se passe comme je voulais. Ben non, cocotte, en fait, la chose, c'est déjà fini. Tu vois? Donc oui, les mindsets, se tromper et par rapport à nos mindsets, je pense que tout se passe vraiment là.
à accueillir. Mon désir de sérénité est plus grand que le désir la peur de... Voilà. Non, je peux passer à autre chose par désir de sérénité. Plus que le côté fierté qui dit j'assume mon erreur. Oui, je l'assume, mais je change. Oui. Non, Marlise a parlé d'humilité tout à l'heure. Ça demande vraiment beaucoup ça. Parce que oui, ton désir de sérénité, mais ça demande beaucoup d'humilité. Parce qu'en plus, là, c'est plus ou moins public. C'est Dora qui parlait du fait que c'est public. C'est plus ou moins public parce que tout le monde, en tout cas ton entourage, et tout le monde me dit, et t'en as pas déménager. Tu vois, et donc, il y a aussi toute cette pression qui peut faire que on se dise, finalement, je reste dans cette maison dans laquelle je suis super malheureuse. Donc, vraiment, waouh. Marlise? Oui. Alors... Très intéressant, très intéressant d'écouter comment chacune de nous gère ses erreurs, ses erreurs entre guillemets. Moi j'ai été formatée et j'ai grandi dans un environnement où le mérite était très, très valorisé. Tu es premier, soit tu es premier, deuxième ou tu es dernier. Et évidemment, ça a l'impact que ça a. Et j'en suis sortie très, très perfectionniste, c'est-à-dire il n'y avait pas droit à l'erreur, il fallait tout faire pour que ce soit nickel. Donc, ça se ressent dans mon sport que j'aime bien, le taekwondo par exemple, quand je dois faire un passage de grade, vous voyez, donc il faut absolument que ce soit parfait. Ah oui, et du coup, je me suis rendu compte que ça me stressait énormément et ça faisait que je ne donnais même pas la pleine mesure de mes potentialités. Alors, étant donné que maintenant je sais que je ne peux jamais être parfaite, je ne peux jamais faire les choses parfaitement, on pourra toujours améliorer ce que je fais, surtout depuis que j'ai lu. Ce n'était pas le déclic, mais j'avais lu quelque chose qui m'a tellement parlé. J'oublie le nom de l'auteur, j'étais en train de le rechercher dans ma mémoire, mais je ne me rappelle plus. Il avait dit quelque chose comme l'intelligence commence quand on commence à désapprendre ce qu'on a appris. Moi, ça m'a vraiment... C'est-à-dire commencer à désapprendre tout ce que tu as appris depuis que tu es enfant. Que c'est là où ton intelligence commence. Là, ça m'a vraiment frappé, ça m'a vraiment parlé et j'ai dit, c'est ça même qu'il faut, désapprendre. Et évidemment, depuis un certain temps, je prends les choses très, très différemment. Il y a beaucoup d'évolutions qui ont été faites dans ma façon dont je prends ces challenges-là. Je mets beaucoup moins de pression sur moi et je me suis retrouvée même à un passage de grade étant comme durant une séance d'entraînement, vous voyez. Et c'est à ce passage de grade où j'étais vraiment complètement, pas 100% relax, mais j'avais une paix que je n'ai jamais eue avant, que j'ai même eu ma meilleure performance. Wow. Et yes. Et aussi par rapport au boulot aussi, mon état perfectionniste aussi était tel que je passais de longues heures parce qu'il fallait que le document que je produis soit parfait. Parfait dans la structure, parfait dans l'écriture, parfait dans la simplicité, parfait dans tout en fait. Et jusqu'à ce que je me rende compte, il y a plusieurs années, que en fait, même quand ce document-là était parfait, il était pour moi. La perfection n'était que pour moi. Pour les autres, ils avaient aussi leur vision de la perfection qui n'était pas la mienne. Donc ça aussi, ça fait qu'on on réinterroge justement cette envie de perfection et tout ce stress qu'on se met, tu vois, pour atteindre ce niveau-là qui ne sera même jamais apprécié de la façon dont on souhaiterait. Et il y a la radio aussi.
Ah oui, la radio. La radio. Comment ça? Alors, j'avais oui, 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 j'avais des appréhensions parce que j'ai jamais fait la radio, comme j'avais dit à Martine. Ah, Ce OK. que ce que je faisais, ce que j'ai toujours fait, c'est des, public speaking. Mmh. Je sais pas comment on dit ça en français. Et Oui, j'ai OK, j'ai aussi le mot en anglais maintenant, ça va, tout va bien. dans Prendre la Prise donc de j'ai parole en parole pu publique. voilà, prise de merci Dora. Prise de ah parole en merci public. Dora. Oui, prise de parole publique, yeah. So, oui, c'est absolument pas la même chose. Et alors, je me disais, oh mon Dieu, OK, il y a des millions de personnes ou bien, je sais pas moi, des centaines de personnes. Je sais pas, il y a des gens invisibles qui vont me voir. Maintenant, si je fais une erreur, et puis de toute façon, maintenant, mon français a tendance à, mon français n'est plus le même de toutes les façons. Il y a une langue qui a pris le dessus. Alors, comment je vais réussir à m'exprimer? Est-ce que je serai claire? Est-ce que? Donc, au départ, ça m'a paralysée et au fur et à mesure, évidemment, je me laisse aller et je parle et je Et suis tu sûre lâches plus que le micro quoi, donc et c'est voilà c'est et je lâche plus le micro, voilà, à moins que tu me l'arraches, Martine. oui, oui, je te l'arrache, je te l'arrache. Merci, merci, merci d'avoir partagé toute cette expérience. Grâce? En tout cas, moi j'ai deux exemples qui me sont venus quand tu as parlé d'exemples perso. Euh, le premier exemple par rapport au fait de faire des erreurs, oui, même si aujourd'hui je vous ai dit, et c'est vrai, même si aujourd'hui ce mot, je préfère le remplacer par des mots qui me donnent plus de la force et où je peux vraiment avancer en sérénité, comme Isabelle a si bien dit. Ben, il fut une époque, ben, bon, ça a commencé depuis très longtemps en fait, quand moi j'étais petite, par rapport à mon poids. J'étais une personne qui, bon, vous connaissez l'effet yo-yo, donc on grossit, on maigrit, on grossit, on maigrit. Moi, j'ai vécu ça depuis petite régulièrement. Et autour de moi, bah, j'avais des personnes là, qui, toutes minces, en commençant par ma maman qui a fait du mannequinat et tout, et tout, et tout. Donc moi, j'ai grandi avec ça, en voyant ça. Moi, avec mon corps grosse, mince. Et puis en face de moi, j'avais des personnes avec un corps mince, etc. Donc du coup, moi, mes critères de beauté étaient assez tranchés. Donc j'étais très, 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 très dure avec moi-même. Et je l'ai vécu, l'exemple là que je vais vous donner, c'est en grandissant. En fait, je me suis rendu compte que je me punissais fortement. Pour moi, c'était une erreur de ne pas être mince. Mhm. C'était une grosse erreur. Donc, à chaque fois que je ne maigrissais pas, comme je l'avais prédit, ou à chaque fois que je ne perdais pas le nombre de kilos que que j'avais prévu de perdre, je me punissais, je m'insultais, je m'habillais en sombre pour me cacher au maximum. Donc moi, j'étais dans l'erreur totale et je me le disais. Une copine me disait même, Grâce, pourquoi tu portes pas plus de couleurs? C'était comme si enfin, quand elle me disait ça, moi je m'arrêtais, je fais non, 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 je porterai que des couleurs où je me ferai plaisir que quand j'aurai perdu X Mmh. voilà, que j'aurais perdu ce nombre de kilos. Ouais. Et je restais là-dedans. Je dis, tant que je n'ai pas perdu ce nombre de kilos, ça veut dire que je suis toujours Grâce la moche, Grâce la grosse. Donc, je vais rester comme ça. Et pour me punir, je Mmh. ne fais surtout pas m'acheter des belles choses ou m'acheter des couleurs. Donc, je reste dans ma noirceur, dans le côté sombre. Non, 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 non. Mais à un moment donné, je, je rigole parce que à un moment donné, quand j'ai fait un travail de développement personnel et tout, je retombe sur une photo. Je vois une photo d'une fille. Je dis à ma sœur, c'est qui cette fille? J'ai bugué. Au fait, mon cerveau, il a fait un bug phénoménal puisque cette fille, c'était moi. Mais j'avais pas et à cette époque-là, vous rigolez, mais quand j'ai vu la photo, j'ai fait, mais Grâce, mais t'étais archi mince. Et comme dans ma tête, j'étais tellement avec mes idées de je n'ai pas perdu autant de kilos, donc du coup je suis moche et je suis pas ci, je suis ça, que je ne me voyais même pas au fait
de cette façon-là. C'est après, je me suis dit, je suis purée, donc c'était moi la fille là. Et j'ai commencé à rigoler. Et au fur et à mesure, je me suis dit, je fais grâce, même si déjà le mot kilo, une balance, ça fait archi longtemps que j'ai plus vraiment été dessus, à part quand on m'avait fait un bilan par un sportif ou voilà. Mais je me dis, écoute, j'ai envie de m'habiller en coloré. Je m'habille en coloré, quel que soit mon poids, je me suis complètement détachée de cet aspect punition. Et je me suis complètement détachée de cet aspect erreur. Si je ne perds pas ci, c'est ça, là, je me suis complètement détachée de ça. Et depuis que je me suis détachée de ça, les compliments fusent, des compliments que je rêvais d'avoir toute ma vie. Moi, le meilleur compliment de ma vie, c'est t'as maigri. C'est ça. C'était ça ma vie, c'était tu as maigri. Donc là, j'avais réussi ma vie. Pour moi, réussir ma life, c'était tu as maigri. Mais maintenant, en fait, quand on me dit ça, grâce à maigri, je regarde. Déjà, je préfère qu'on me dise oh, tu as l'air en bonne santé, tu rayonnes. Je préfère ça que tu as maigri. Donc, je me dis quelle évolution. Ce que je voyais comme une erreur avant, aujourd'hui, j'ai tellement banalisé ça que, bah voilà, déjà, je me sens beaucoup plus sereine, je vis beaucoup mieux. Mon corps, il est ce qu'il est aujourd'hui. Oui, parfois, je prends plus de poids, parfois, je me sens plus lourde, mais c'est bon. Je ne vois plus comme une erreur. Ça, c'est le premier gros exemple que je te voyais. Et le deuxième, comme je suis une personne, je voulais toujours être parfaite dans ma vie, faire plaire à tout le monde, être la fille gentille, souriante, vraiment. Quand je vais quelque part, oui, grâce au rayon de soleil, oui, ok, c'est mignon, c'est tout beau. Et moi, de ce fait, je m'étais dit, grâce, comme tu es le rayon de soleil, tu as vraiment, vraiment, mais alors là, vraiment pas le droit d'être fâché. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses vraiment réellement. Tu n'as pas le droit de montrer une autre facette que toi, que ce rayon de soleil, souriante, blabli, blabla, toujours vraiment pou, 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 la grâce positive. Oui, grâce positive, certes, c'est mon surnom d'ailleurs, mais grâce positive, j'ai compris, j'ai fait, grâce positive, elle pète une durite aussi parfois. Hein. Je suis aussi un être humain. C'est ça que je me suis souvenue. Je me dis, mais c'est pas une erreur que d'avoir un jour où je pète un plomb. Maintenant, c'est pas une erreur d'avoir un jour où j'ai une baisse d'énergie. C'est pas une erreur d'avoir un jour où je suis fâchée. Cela dit, ça dure pas super longtemps avec moi. C'est pas éternellement, voilà. Et j'ai appris à accepter aussi ces côtés-là de moi. J'ai fait, oui, ça fait aussi partie de grâce positive, de, ok, je positive, mais quand ça va pas, quand je suis pas d'accord, quand je suis si, je le dis. Et quelle libération! Là, vraiment, la chanson des Reines des Neiges, elle s'applique. Hein. Libérée, délivrée, je chante même fort. J'ai fait, oui, c'est moi. Je ne mentirai plus jamais. J'ai fait, effectivement, je ne mentirai plus. Je ne mentirai plus de grâce quand t'es fâchée. Bah oui, je suis fâchée. Oh, mais je ne savais pas que t'étais comme ça. Bah oui, je suis comme ça. Je me fâche aussi. Je rigole, je me fâche aussi. Et ça, dès l'instant où j'ai accepté de montrer cette facette-là de moi, même si on me disait, t'as changé. Ben, au fait, j'ai pas changé, j'ai toujours été comme ça. C'est juste que j'osais pas le montrer parce que j'avais peur qu'on me rejette ou si ça. Aujourd'hui, acceptez-moi comme ça, puisque, je vais peut-être pas vous plaire, mais en tout cas, c'est ces facettes-là de moi, ces erreurs-là que je pensais être des erreurs qui font que, waouh, comment je me sens plus en paix comme ça. Oui. Donc, c'est deux aspects, les cases dans lesquelles on se met. Oh, c'est fatigant, en fait. C'est très lourd. C'est fatigant. C'est fatigant. Donc, moi, j'ai choisi de ne plus être... Oui, je suis encore épuisée pour d'autres choses. Mais ça, en tout cas, c'est là que je vois vraiment l'évolution. Et donc, oui, un jour, il se peut que... Ok. Merci beaucoup, Grâce. Les cases dans lesquelles on se met, le fait d'accepter, d'accueillir, d'accepter de se tromper, de faire une erreur pour rebondir. On le dit facilement ici, mais c'est pas quelque chose qui est forcément facile. En tout cas, moi, personnellement, ça l'était absolument pas. Et des erreurs ou des exemples où je me suis trompée, où j'ai fait des erreurs. Et ce que j'aime beaucoup aujourd'hui dans ce personnage que moi, je m'étais créé, c'est... il y a cet exemple, je pense à une coach qui m'accompagnait. Et
j'avais décidé de faire quelque chose et je faisais accompagner par une coach. Et c'était pas cette personne que j'aurais dû choisir pour faire ça. Et dans ma façon de penser, j'ai décidé de continuer à voir cette personne alors que quand j'allais la voir, j'avais le ventre et l'estomac noués. J'étais malade physiquement. Parfois, je vomissais juste à l'idée de penser aller la voir. Mais qu'est-ce que Inak s'est dit ? Inak s'est dit non, c'est bien, il faut continuer, il faut aller la voir, fais-toi souffrir parce que c'est la seule chose que tu sais faire. Et puis un jour, comme ça, pendant... et d'ailleurs, c'était en train de m'épuiser au point où je suis tombée malade. Et ce jour-là, je me suis dit, mais est-ce que tu as conscience que tu payes cette personne ? Je fais oui, mais elle doit t'apporter quelque chose, t'aider avec cette problématique que tu as pour peut-être aller mieux, pour peut-être mieux faire ce que tu as à faire. Je dis oui, mais elle est en train de... Enfin, la relation que j'ai avec cette personne est en train de me créer tous les problèmes du monde. Je dis mais arrête. Arrête. Donc, je ne peux pas, peut-être scientifiquement, il y a une explication ici. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter cette relation. Parce que moi, j'étais comme ça, j'étais ce genre de personne. Si je suis dans une relation et qu'elle me satisfait, elle ne m'apporte que des frustrations, c'est la seule chose que je connaissais, je continue dans cette relation. Jusqu'à ce que j'arrive avec cette coach et que je dise, mais en fait, non seulement elle n'est pas en train de vraiment m'apporter une solution à ce que je veux, mais surtout, elle est en train de m'angoisser au point où je suis en train de tomber malade. Ben non, je veux plus ça. Donc, moi, c'est un peu dans ça que j'ai envie de creuser. Et en fait, il y a une dépendance biochimique à ton mal-être. C'est ça. Donc, tes récepteurs sur nos cellules, chaque cellule a des récepteurs à émotions. Et donc, tu as que les récepteurs. Et donc, comme tu dis que c'est ce que tu connais, toi, d'être dans une situation frustrante et désagréable, bien, tu appelles à ça pour combler tes récepteurs. À partir du moment où tu as fait un grand saut en disant « stop, je ne veux plus », ça va. Mais tes récepteurs vont dire à un moment donnez-moi encore du stress et de l'inconfort, parce que ça, je connais. Et donc, ça demande un sevrage. C'est ça. Ça demande un sevrage et un choix. Et quelque part, moi, je travaille ça avec une pensée créatrice. C'est au lieu de choisir ce que tu ne veux plus, et c'est choisir ce que tu veux vraiment. Et donc de te reprogrammer à ta sérénité. Je suis en paix. C'est ça. Je suis en paix dans la suite de mon projet, par exemple, sans cette personne-là. Enfin, tu vois, quelque chose qui reprogramme sur une autre dynamique. Et alors là, tes récepteurs vont plus demander le malaise si tu dis « je suis en paix ». Je voulais qu'on aborde cet aspect-là, parce que quand on explique que j'ai fait une erreur, mais que je suis passée à autre chose, c'est comme si c'est un truc qui se fait automatiquement. Or, physiquement, biologiquement, il se passe des choses en nous qui font que on va se tromper 10 millions de fois. Soit parce qu'on est habitué, comme tu viens d'expliquer. Donc, c'est super intéressant. Et ce que je fais aujourd'hui, toute seule, c'est de créer d'autres émotions qui vont s'imprimer dans... Et ça, comme je vous ai dit tout à l'heure avant l'émission, scientifique, oui, je lis parfois des trucs, mais je ne comprends pas toujours tout. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, des choses que je vis dans mon corps, dans mon ventre, voilà, comment l'émotion peut s'installer, peut être ressentie. Et donc, je suis comme ça en train d'expérimenter. En fait, je suis peut-être tu as parlé de laboratoire tout à l'heure. Je me considère comme une expérience dans ma propre vie aujourd'hui. Et je dis, OK, je veux ressentir la paix. Tu vois, donc je vais poser une petite action qui m'apporte la paix et je vais engrammer cette émotion en moi pour que je puisse avoir envie éventuellement de ressentir la même chose et plus autre chose. Marlise aussi parlait de déprogrammation. C'est vraiment super important d'avoir la conscience que ce que j'ai appris ou ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, pour le changer, ça veut dire qu'il faudrait que je déprogramme ce à quoi j'étais habituée, ce à quoi, la manière dont je fonctionnais pour apprendre à fonctionner peut-être autrement. Et ça demande
Ah, je vous dis pas, hein, c'est comme, j'ai pas été addict à la drogue ou à l'alcool, mais je suis sûre qu'ils ressentent les mêmes, le manque de la même manière que moi je ressens. Parce que je vois comment parfois je vais, par exemple, aller titiller mon mari pour créer le conflit, tu vois. Et je me dis, mais putain, t'es grave, quoi. Pourquoi tu veux, tu vois. Et parfois même maintenant, je crée le truc et je dis, mais ok, je suis plus du tout dans cette énergie-là. Parce que je réalise, par exemple, que ça m'épuise complètement. Mais je me dis, mais putain, comment j'ai pu vivre avec ça tout ce temps? C'est super épuisant. Bien sûr. C'est super épuisant. Donc oui, les erreurs, accueillir et accepter une erreur, si on le dit comme ça... Et puis, décider de changer. C'est surtout, voilà. C'est ça. C'est l'autre truc, c'est... Vrai, oui. Dora disait accueillir, c'est une chose. Et Mais puis là, toi, tu décides de changer. Ça demande aussi beaucoup de force. Et énormément. Énormément, parce que, bah oui, c'est tout un pan de la vie qu'on revoit autrement. Il est 16h40, je voulais qu'on s'arrête. On va peut-être écouter la musique, sauf si quelqu'un veut dire quelque chose. Et puis on revient tout à l'heure pour annoncer l'actualité sur nos actualités, sur nos activités, sur... Quelqu'un veut dire... Dora, tu veux dire quelque chose? Bah oui, alors si c'est un peu le mot de la fin sur ce pan-là. J'ai entendu beaucoup de mots, j'ai entendu jugement, enjeu, coût, évolution, et je pense qu'effectivement ce sont des mots centraux et qui nous traversent toutes et tous. Ici c'était un panel entièrement féminin, mais les hommes ne sont pas en reste évidemment. Et du coup moi si je devais conclure sur quelque chose, pendant que tu parlais Martine, je pensais à une interview que j'avais écoutée de Leila Slimani, qui est un auteur français, une autrice française, on dit autrice. Hein. Oui. Et on lui avait demandé de définir ce que c'était pour elle une femme puissante. Et elle a répondu, une femme puissante, c'est une femme qui n'a plus peur de décevoir. Et moi, j'ai envie de reprendre ça et de rajouter malgré ses erreurs. Parce que, ok, on n'a pas peur de décevoir, mais une erreur, c'est toujours... même, malgré mes erreurs, même quand je fais une erreur, ne plus avoir peur de me décevoir moi, d'abord peut-être, et ne plus avoir peur de décevoir, parce qu'alors ça annihile tous les jugements qu'on se fait et ou qu'on pourrait recevoir des autres. Donc, juste, allons-y, osons, autorisons-nous. Et puis, pour un peu faire le lien entre accueillir et décider. Parfois, on peut faire tout ça et quand même ne pas y arriver. Juste se donner du coup de l'empathie. Peut-être que parfois, j'ai tout fait bien, vraiment, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et ça n'a quand même pas marché. Le projet n'a quand même pas fonctionné. J'ai quand même pas eu le job. J'ai quand même pas eu le contrat. Et parfois, c'était effectivement, je n'aurais pas pu faire mieux. Et ça ne passe quand même pas. Et accueillir ça aussi. Parfois, c'est juste comme pas aligné sur le moment, même si on était au mieux de ce qu'on aurait pu offrir à ce moment-là. On est... avoir de l'empathie avec soi-même, et surtout quand on est dans un moment où on se juge comme ayant fait une erreur. Moi, je terminerai là-dessus. Ça fait un petit rappel sur les 4 accords Toltec. Faire de son. Voilà, que ta parole soit impeccable. 2, ne prends pas les choses de façon personnelle. 3, ne fais pas de suppositions, parce que là, ce que les autres pensent et disent, ça leur appartient. Et enfin, fais de ton mieux. Et qu'à partir du moment où on a fait de son mieux, on a déjà une grosse partie de frustration, de culpabilité en moins. Donc, et le mieux peut évoluer de fois en fois. C'est-à-dire qu'à un instant T, on fait de son mieux, et puis on évolue, et puis on se dit, si j'avais su, j'aurais fait différemment, mais on ne savait pas faire différemment à ce moment-là. Donc, moi, je mettrais les 4 accords Toltec comme ressource par rapport à ça. Et moi, j'aimerais bien rajouter que pour les personnes qui voient le mot erreur comme une lourdeur, c'est transformer éventuellement ce mot par choix. Oh, et j'ai fait ce choix-là. Qu'est-ce que ça m'a emmené? J'ai fait ce choix-là. Parce que c'est vrai que le mot erreur, ça peut engendrer une certaine lourdeur. Et moi, je voulais clôturer en disant se tromper pour s'améliorer. Se tromper pour s'améliorer. Voilà.
Marlise? Oui. Moi, je voudrais conclure en disant que accepter de se tromper, c'est de nous accorder d'être humble. Et être humble, ça nous donne énormément de pouvoir sur nous que rien d'autre ne peut nous offrir. Et être humble, ça nous amène à être tolérants envers nous-mêmes et donc aussi envers les autres. Être humble, ça nous amène à augmenter notre self-esteem et notre self-esteem. Être humble, ça nous fait juste être responsable de nous-mêmes, prendre notre place et être maître de notre vie. Wow, ok. Ok, merci. Pendant que tu parlais, je pensais à... elle s'appelle comment? Zoé Saldana. C'est une actrice américaine. Je ne sais pas si elle est mexicaine. Anyway. Et oui, je pense que c'est Zoé Saldana. Et elle a joué dans Avatar. Ah oui. Et je l'écoutais dans une interview. J'adore les interviews, en fait, d'écouter certaines femmes, notamment, dans l'authenticité. Enfin, anyway, c'est des femmes qui sont très loin, ceci dit. Et puis, elle disait que le journaliste lui a demandé qu'est-ce qu'elle pourrait changer dans sa vie aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé sa réponse. Elle a dit rien du tout, qu'elle adore la femme qu'elle est. Et puis tout le monde a fait waouh. Elle dit oui, j'adore la femme que je suis parce que je me suis trompée. Je me suis trompée de partenaire, je me suis trompée dans mon boulot, j'ai pas toujours été au top pour être actrice, mais c'est tout ça qui fait qui je suis aujourd'hui. Donc j'adore cette femme-là parce que elle est relentless, elle s'arrête pas à ça, elle remonte toujours en selle et elle continue d'avancer et qu'elle veut pas changer ça parce que changer ça veut dire que du coup elle est quelqu'un d'autre. Et j'ai trouvé ça très puissant. Et comment elle parlait notamment de toutes les erreurs qu'elle a commises ou dans le parcours où elle arrivait par exemple en retard à une audition et du coup elle n'a pas eu le truc et elle disait qu'elle ne veut pas changer ça. Tu vois, genre que si on lui donnait une télécommande ou un bouton sur lequel elle appuierait, elle disait non, je ne change pas ça parce que ça a permis que pour l'audition d'après, j'étais là peut-être 1 heure avant, enfin j'exagère à peine, pour être à l'heure. Et ça m'a donné des outils, dit-elle, pour faire autrement. Et elle dit aussi un truc que Isabelle et Dora, vous avez dit, mon mieux aujourd'hui n'est pas le même que demain. Donc, elle dit, elle se donne à fond, on revient sur les accords Toltec, elle se donne à fond aujourd'hui en sachant que éventuellement demain, elle peut faire beaucoup mieux que ce qu'elle a fait aujourd'hui. Donc, du coup, elle est permanemment en apprentissage. Je pense que c'est Grace qui dit ça aussi, en apprentissage permanent. Yes. Donc, j'aime beaucoup ça. J'adore la femme que je suis dans tous les moindres aspects de cette femme-là. Il y a aussi Mandela qui disait, je pense que vous connaissez toute cette citation-là, il dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et c'est une façon d'aborder les erreurs aussi, en disant... j'ai eu un boss une fois qui m'a dit... il a vraiment éclairé... il m'a dit, c'était au Nigeria, il me dit... parce que je sais plus, je me rappelle plus ce que j'ai fait. Concrètement, j'ai fait un truc, je me suis trompée. Peut-être sur les visas, j'ai donné un visa. Enfin, il y avait un truc... Et j'étais là en train de me dire « Oh non, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. » Et puis lui, il est entré, mais je râlais. Et il me dit, mais vous savez quoi, il n'y a que d'abord les imbéciles qui ne se trompent pas. Et puis, si vous vous êtes trompé aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait quelque chose. Yes. Et j'ai fait, ah mais oui, ah mais oui. Mais donc voilà, pour moi, c'est le mot de la fin. Je pense qu'on va continuer avec nos actualités parce qu'on n'a plus vraiment le temps de faire la pause avant de revenir. Dora, c'est quoi que tu as ces prochaines semaines ou Alors le gros événement qu'il faut retenir, c'est que donc moi je prépare avec mon équipe la 10e édition de la Semaine des sciences et des technologies. J'en parlais en début d'émission. Oui. Et donc ça a lieu chaque année depuis 10 ans du
coup, ça se passe à Kinshasa. Ok. Bon, évidemment, là, on est à Bruxelles. Je vous invite à faire le voyage si vous pouvez. Mais sinon, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux. On publie tout, que ce soit LinkedIn, Twitter. On s'appelle Semaine des sciences et des technologies Kinshasa. Et donc voilà, ça, c'est le gros événement qui va me demander beaucoup d'énergie, beaucoup de préparation, parce qu'alors, on forme des élèves, on forme des adultes. L'idée, c'est vraiment de ce festival, c'est de rassembler le monde académique, le monde scolaire et le monde de la recherche scientifique et les politiques, de les réunir autour d'un festival, parce que l'idée, c'est que les sciences, c'est fun et ça peut pas être quelque chose d'ennuyant qu'on fait que dans des labos tristes ou à l'école. L'idée, c'est d'inviter les chercheurs à faire part de ce qu'ils font là, dans leur labo caché, d'inviter les politiques pour qu'ils puissent entendre et comprendre pourquoi c'est important d'investir localement, nationalement dans la recherche, et puis de promouvoir une culture scientifique au milieu de la jeunesse, parce qu'on reste persuadé qu'une nation ne peut s'élever que quand elle maîtrise aussi, quand elle est capable de produire des citoyens capables d'innover aussi et de maîtriser les technologies. Ça fait partie des leviers qui peuvent améliorer le développement d'une société. Donc voilà, c'est un événement qui rassemble tout ça, et donc on veut vraiment promouvoir une culture scientifique et rassembler tous les acteurs d'une société et faire la fête aux sciences autour de ça. Donc voilà, ça se passe en avril, ça sera la semaine du 22 avril, et donc voilà, donc suivez-nous sur les réseaux, on s'appelle Semaine de la science et des technologies. C'est nous. Écoute, si tu veux, tu peux revenir entre-temps pour rappeler ça, pour en parler avec à nouveau. Grand plaisir. Voilà. Avant de m'envoler pour Kinshasa, je reviendrai avec grand plaisir. Tout à fait. Isabelle ? Alors moi, dans l'actualité du mois de janvier, j'ai un atelier sur le kintsugi, ou comment magnifier nos blessures pour pouvoir se sublimer, c'est-à-dire passer au-delà de la blessure, et au lieu de la cacher, de l'effacer, de faire semblant qu'elle n'existe pas, c'est justement mettre de la dorure sur ces blessures. Et donc j'organise ça le 20 janvier sur ma péniche. Et puis je prépare aussi un voyage de nage avec les dauphins, première semaine d'avril. Donc, alors là, c'est nager avec les dauphins libres d'Égypte à Sataya, où là aussi c'est un travail de nettoyage, grand nettoyage, purification et retour à la joie et à la liberté. Et puis, cette année-ci, je me remets en place mes consultations en privé, lundi, mardi, mercredi, à Wavre. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et du coup, ma fille me disait encore tout à l'heure, « Maman, on pense que tu es full surchargée. » Je dis, mais plus maintenant. Maintenant, voilà, j'ai déménagé, je suis installée. Et voilà, j'accueille avec grand plaisir des personnes pour nettoyer ce qui les empêche de rayonner. Ok, voilà. Wow, très beau programme. Marlise ? Oui, alors, moi, mes prochains jours, mon programme prochainement, il est très simple. Il est de profiter de mes enfants qui sont ici, que j'ai pas vu. On n'a pas été réunis comme ça, comme une famille, au complet depuis 5 ans. Et donc, toute mon énergie est centrée sur eux, sur mes 4 enfants. Il y en a une qui est partie hier. Voilà, on va juste passer du très, très bon temps en famille ici. Et voilà, c'est ça ton actualité. Mon actualité, voilà. Ok, merci Marlise. Grâce. Oui. Ah, tu avais autre chose peut-être, je t'ai coupé. Non, du tout. D'accord. C'est ça l'essentiel. Ouais. Ok, Grâce. Merci. Moi, mon actualité, je continue sur l'actualité que j'avais démarrée fin de l'année passée, c'est de finaliser. je mettais la pression, il faut que ça soit avant 2022, mais écoute, on est en 2023 et c'est bon aussi, de finaliser la numérisation de mes livres, en fait, de rendre cet aspect-là numérique, et je le finalise tranquillement, en fait. Ok. C'est ça. Donc, ce mois-ci, c'est la finalisation de mes livres pour les rendre numériques et accessibles plus facilement en international.
Ok, merci à vous toutes. Ah oui, moi j'ai une actualité, oui. Donc le livre, il est... alors le livre, que je résume un peu pour ceux qui ne suivent pas. Je marche à ma rencontre, c'est mon 2e livre où je raconte comment j'ai éveillé ma conscience, et ça continue d'ailleurs, c'est pas fini, en marchant 10 km chaque matin pendant 365 jours. Et je raconte tout ça sans complaisance, la Martine que j'étais avant, celle qui attaquait tout le monde, celle celle dont j'ai parlé un peu tout à l'heure. Et je raconte ça dans ce livre. Et donc, il est parti, il est en auto-édition. Il est parti à l'imprimerie il y a peut-être 2 semaines, un peu moins de 2 semaines. Donc, il va sortir là, il sera prêt là, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et donc, oui, après, il y aura des séances de dédicaces, des conférences autour du livre, parce que depuis que ma conscience est éveillée, j'ai envie de partager ça avec le monde entier. Vous pensez bien. J'ai envie que tout le monde, surtout les gens qui sont enfermés, comme moi j'étais enfermée dans la souffrance, puissent se dire c'est possible de se lever, c'est possible de voir ça, c'est possible de faire autrement, c'est possible de vivre autrement. Et évidemment, ça demande un peu d'engagement, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de bienveillance. Je pense que Dora a parlé de ça tout à l'heure, de bienveillance envers soi. C'est tout ça que je suis en train d'apprendre, moi, les jours où je me trompe et je me dis, ok, d'accord, je me suis trompée, mais voilà, demain sera un autre jour. Et c'est tout ça que je raconte dans ce livre-là. Et j'avais autre chose pendant que je parlais que je voulais dire, qui m'a traversé l'esprit, mais là, ça a disparu à nouveau. La bienveillance. La bienveillance, c'est vraiment quelque chose qui manque, en tout cas qui m'a manqué moi, et qui fait que j'étais constamment dans l'auto-jugement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je me dédouble. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, que pendant que je parle, par exemple, je me regarde parler. Je peux m'auto-observer parler. Et donc, je peux entendre maintenant quand je suis dure envers moi-même et me dire, mais t'es folle, tu peux pas être comme ça avec toi-même, tu vois. Et du coup, ça me permet de dire, ok, si ce que j'ai fait était peut-être pas la chose à faire, c'est ok. Isabelle a dit tout à l'heure que c'est aussi ok de se tromper. On ne peut pas avoir une vie sans se tromper, donc c'est ok de se tromper et c'est bien de revoir de voir comment faire autrement. Donc voilà, on va s'arrêter là. Merci à vous toutes, merci infiniment. Je pense qu'on peut faire encore une émission de ceci. On a parlé Isabelle a pointé tout à l'heure le fait que, Isabelle et Dora d'ailleurs, que la perfection ou être imparfait et faire des erreurs, c'était 2 choses. On pourrait séparer et faire une autre émission là-dessus. Donc merci aux auditrices. Il y avait des questions, mais comme c'est des choses que nous étions en train de dire, j'ai pensé que ça valait pas la peine de poser ces questions-là. Je nous donne rendez-vous alors on est quand? Le 24 janvier à 15h avec un nouveau thème. En attendant, on écoute Rihanna et je vous fais de gros bisous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Une super discussion. Bisous, Merci beaucoup. Et bonne année. Bonne année, plein de bénédictions. Ciao, à bientôt. Ciao.